Bonjour à tous. Je remercie tout le monde d'être ici et de votre intérêt pour ce débat. Au nom de l'ACTA, je remercie nos amis de la TMF pour cet espace qu'ils nous offrent afin qu'on puisse discuter réfléchir ensemble de la situation qui prévaut aujourd'hui en Algérie. Il est important aujourd'hui et plus que jamais de multiplier les débats, les discussions, les échanges, d'abord entre Algériens parce que nous en avons été privés durant les 30 dernières années. Je rappelle que déjà les 20 années sous le régime de Bouteflika, les rassemblements, les associations, les rencontres culturelles et politiques étaient interdits. Et donc voilà, il est plus que jamais important de multiplier les discussions, les échanges, les débats sur ce qui se passe. Dans cette conférence, à l'invitation de nos amis de la TMF, il s'est agi d'expliquer un peu la situation qui prévaut aujourd'hui en Algérie, informer nos amis, nos camarades de ce qui se passe en Algérie en ce moment. Là, comme vous avez pu le constater, il y a effectivement le mouvement depuis le 22 février et même certains, l'origine le 16 février, à Kharraka où tout a commencé. Ce mouvement-là ne s'est jamais faibli. Il y a eu effectivement parce que c'est long, parce que c'est quand même des mobilisations intenses qui se sont multipliées durant les jours de la semaine avec les étudiants le mardi et puis d'autres professions dans les autres jours de la semaine. Il y a eu un creux durant les vacances d'été et durant la période de Ramadan. Le pouvoir pensait qu'il allait s'effilocher contre toute attente le concernant. Le mouvement a redoublé avec la rentrée sociale. À l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que le pouvoir n'a pas bougé d'un iota. La remise en cause, qui est à l'origine de ce mouvement, s'est traduite par la demande de la fin du 4e mandat et du 5e mandat de Bouteflika. A tout de suite d'emblée visé, pas seulement ce qu'on appelle la SABA, la devanture politique, voire politicienne du pouvoir. Ce qui était visé, c'était la fabrique même du pouvoir autoritaire en Algérie, qui a sa longue histoire. On peut penser ce qu'on veut, faire un bilan de ce pouvoir autoritaire qui est né même avant l'indépendance de 1962. Il arrive à sa fin. C'est un cycle nouveau qui surgit et le peuple veut participer pleinement, démocratiquement à cette élaboration politique qui peut se traduire, il y a des débats à l'heure actuelle dans le mouvement, faut-il passer par une constituante, faut-il faire une transition très simple, passer par la présidentielle, qu'importe. Il y a un débat, d'ailleurs ce mouvement-là a accepté de débattre entre eux quelle est la meilleure modalité pour avancer. Merci à la TMF de m'avoir invité et d'avoir cette belle occasion de vous parler de ce livre, d'abord, D'autres femmes, d'autres mulets, les oubliés du Maroc profond, et d'un parcours qui est celui du journaliste que je suis, qui a été journaliste du journal hebdomadaire. Je rappelle que le journal hebdomadaire était un journal indépendant qui a été créé en 1997 et qui a été interdit par le pouvoir marocain en janvier 2010. Un journal qui était dédié à des sujets politiques, sociaux et économiques, et dont le credo était la recherche de la vérité et également l'intérêt public.
après la fermeture de ce journal, avec les Asfreli qui est ma collègue, mais également la personne qui partage ma vie, nous avons créé En Toutes Lettres, qui est cette maison d'édition avec laquelle on a eu cette vocation de continuer ce souffle du journal et d'aller un peu plus loin dans le traitement des thématiques propres au Maroc. Donc on a créé En Toutes Lettres et on a créé au sein d'En Toutes Lettres la collection Enquête parce qu'on croit beaucoup au Maroc que le journalisme, que l'enquête, que le reportage, le grand reportage et l'enquête peuvent également donner une grille de lecture de ce qui se passe dans nos pays. Et donc on a créé cette collection et dans le cadre de cette collection-là, on a sorti le premier livre qui est Dos de femmes, Dos de mulets, les oubliés du Maroc profond. Alors c'est un livre qui s'attaque à la précarité féminine. Pourquoi le choix de ce sujet? Parce que depuis que je suis journaliste, et je le suis depuis longtemps, depuis 1996, cette histoire de précarité féminine m'a toujours sauté aux yeux et a été toujours un sujet qui était là, partout. Chaque fois que je travaillais, parce que moi j'ai fait beaucoup de terrain, et chaque fois que je travaillais sur le terrain, cette accumulation d'exploitation en même temps des femmes était quelque chose qui m'offusquait. Et je pense que c'est très important de ne pas être, d'avoir un regard sur ce qui te choque et de ne pas devenir indifférent à la bêtise. Et c'est une bêtise dans nos pays que de voir des femmes exploitées de cette manière-là et de ne pas jouir de leurs droits. Et donc, j'ai décidé, en tant que directeur de cette collection, de dédier le premier sujet à la précarité féminine. Donc j'ai travaillé sur différents sujets. J'ai travaillé sur les femmes minières, des femmes qui travaillent dans les mines. C'est les mines de Mibladen, qui est une toute petite localité à côté de Middeltz, qui a été créée avant Middeltz d'ailleurs. Middeltz a été créé pour pouvoir supporter Mibladen, qui étaient Mibladen et Ahouli, qui sont les deux des plus grandes mines de plomb au Maroc. Moi personnellement, j'ai lu deux livres et en fait c'est celui d'autres femmes et d'autres mulets et sur l'intégrisme au Maroc, et j'étais très touché surtout par le premier livre. Non seulement comment dirais-je, Hicham est un écrivain, mais c'est un reporter, parce qu'on voit dans le livre, c'est un journaliste d'investigation. Il va sur place, il demande aux gens, il va rencontrer des gens, il pose des questions, et c'est très important. Et on a découvert des choses, des choses qu'on connaît, mais on les découvre encore plus. Moi, ce livre, je ne l'ai pas terminé, j'ai pas pu le terminer parce que j'étais très ému. J'étais très ému par le fait d'apprendre que dans mon pays, dans certains villages, au Maroc, on vend des filles à 3 000 €. Il y a un mec qui vient, il fait, c'est-à-dire des mariages de contrat. On donne 3 000 € à la femme et on prend la petite fille de 11-12 ans et on l'amène à la maison du mec, de ses parents, un truc comme ça. Soit il se marie avec elle, soit il se mariera pas avec elle, soit il l'engrosse et puis il la met dehors, soit et ainsi de suite. Et les familles ne peuvent rien dire parce qu'il y a les 3 000 €. Et les 3 000 €, ils sont en fait un contrat. Pourquoi on l'appelle un mariage de contrat? Parce que justement, ce contrat est signé à la comment dirais-je, à la mairie. À la mairie, on ne parle pas de la petite fille, hein. On parle tout simplement, il y a un contrat, un mec a fait un prêt à une famille de 3 000 €. C'est tout, c'est marqué. Et puis on prend la petite fille, ainsi de suite. Moi je croyais connaître mon pays, mais avec ça, vraiment on le connaît du fond. Je suis très heureux de cet atelier autour des femmes et de l'édition de la présentation par Hicham de son ouvrage Dos de femmes et Dos de mulets. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'il n'osera pas lui le dire, ils font un travail formidable avec sa femme, ils ont une maison d'édition, ils ne gagnent pas des milliers et des cents. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi certains sujets qui ont un écho dans ce que porte la TMF. Ils vont travailler avec des jeunes, ils dénoncent certaines situations, donc on peut les soutenir, en achetant leur ouvrage, mais on peut les soutenir aussi en tissant des liens et des relations. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, en accueillant d'abord Kenza Sifreoui
avec les amis de Dijon autour de son ouvrage, puisqu'elle a fait sa thèse sur la revue Souffle. Et puis ensuite, on accueille aujourd'hui Hicham. Et je tiens vraiment à remercier la TMF parce qu'elle est présente, elle porte ces sujets-là et on est heureux qu'elle puisse les porter et que ça rayonne au-delà du Maghreb, ce qui aujourd'hui est le cas. En fait, le point de départ qui a poussé ces femmes à s'impliquer dans leur lutte, une simple question posée par le philosophe André Coulmerch, que je salue, et qui est un homme formidable. Ça fait 8 ans qu'il est avec l'association ATMF. Il nous a posé la question, qu'est-ce que c'est philosopher? Personne n'a pu répondre. Ah ben, philosopher, il a donné une définition très simple, qui a tout facilité par la suite. C'est creuser derrière les mots, c'est chercher derrière l'apparent, ce qui est évident. Il ne faut pas accepter ce qui est évident. Allez-y chercher derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser des questions. Ça veut dire avoir un esprit critique. Alors je voulais vous parler d'une formidable aventure. Il s'agit de la caravane pour les droits des femmes que nous avons menée à l'association des travailleurs maghrébins de France, donc à la TMF. Cette aventure nous a amené à aller au-devant des associations membres du réseau dans différentes villes en France, précisément pour ouvrir un débat concernant la condition des femmes issues de l'immigration. Surtout sur la problématique, ce qui nous a semblé, d'ailleurs c'est ce qui ressort à chaque fois, sur la problématique du chantage à la carte de séjour et des doubles violences que subissent les femmes issues de l'immigration. Aujourd'hui, si on doit parler de quelqu'un, si on doit parler de liberté de la presse et des droits de l'homme, il faut parler de Hajar Ressouni en premier lieu. Je suis incroyablement honoré d'être ici aujourd'hui parce que le journal a fermé ses portes en janvier 2010. En janvier 2020, ça fera 10 ans que le journal n'existe plus. Et qu'on se rappelle de cette aventure est pour moi le plus beau des honneurs, et je sais qu'aujourd'hui il y a au moins 2 autres membres de la rédaction qui sont ici. Et ils savent à quel point cet honneur est important pour nous. Pour plusieurs raisons. Non seulement parce que les gens se rappellent encore, en tout cas certains se rappellent encore de ce qu'a fait ce journal, mais aussi parce qu'il vient d'une famille d'idées qui a été très importante dans la vie du journal lui-même. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le journal a prospéré, pas financièrement, mais j'allais dire a prospéré en termes de popularité, parce qu'il s'est nourri de courants de pensée marocains, parce qu'il s'est nourri de militants des droits de l'homme. Je peux vous citer, je peux m'asseoir avec vous et vous mettre devant vous les archives du journal, et je peux vous assurer qu'à chaque fois que vous mettrez le doigt sur un dossier que vous trouvez très intéressant, qu'à l'origine il y avait un militant des droits de l'homme quelque part au Maroc, en France ou ailleurs. Et que moi je rigolais, je disais la map du journal c'était la MDH. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème quelque part, et c'est la vérité, on trouvait un militant qui nous informait, qui nous expliquait, qui avait le courage de nous aider à faire ce que nous avons fait.